Le New Space. Le New Space, c'est l'émergence dans le secteur spatial d'acteurs privés, un nouveau modèle qui laisse la place à davantage d'innovation et aussi à de nouveaux acteurs français comme nos invités. Stanislas Maximin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Venture Orbital System. Avec nous également en visioconférence Philippe Gauthier qui est président de Emeria. Bonjour Philippe Gauthier, est-ce que vous m'entendez bien ? Très bien, merci. Écoutez, si la technique nous suit, on est heureux. Et puis j'accueille également Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia, Bonjour. heureux de vous accueillir sur ce plateau, spécialiste de l'industrie spatiale chez Bismarck. Pour commencer justement Cécilia, vous allez à la fois nous présenter nos invités et puis poser le décor de ce New Space, les nanosatellites évidemment, c'est quoi ? Alors en fait, c'est la miniaturisation des satellites tout simplement. Quand ils faisaient des dizaines de tonnes, aujourd'hui déjà d'ailleurs, ils font quelques dizaines de kilos seulement. Alors les fourchettes varient, mais c'est entre 1 et 100 kilos à peu près. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Et les plus petits parmi eux, ce sont les CubeSats. Alors la particularité de ces nouveaux modèles de satellites, c'est qu'on va les positionner en constellation. On va envoyer des dizaines, voire des dizaines de milliers, et on va tisser une toile comme ça autour de la Terre pour établir un réseau de connectivité. Et le premier nanosatellite français à être allé dans l'espace, c'était en 2019. Il a été lancé, il s'appelle Angel, et il a été lancé par Emeria, avec Philippe Gauthier, président d'Emeria, qui est aujourd'hui avec nous, en partenariat avec le CNES, le Centre national de recherche spatiale français. Alors pour les envoyer, ces nanosatellites, il faut des lanceurs. Dans les lanceurs, il faudrait qu'ils soient bien plus petits que ceux qui existent déjà, évidemment. Ça ne sert à rien d'avoir Ariane pour lancer des nanosatellites. Exactement, la charge utile, elle est disproportionnée aujourd'hui par rapport à la taille de cette technologie-là. Donc on est dépendant de l'envoi de fusées pour d'autres projets et il faut aller grappiller une petite place comme ça. Donc il faudrait qu'on ait des lanceurs moins chers, plus petits et adaptés au gabarit. Et ça, c'est justement, parce qu'on n'en a pas en France et en Europe, c'est justement ce que propose Venture Orbital Systems, de fabriquer ces micro-lanceurs avec vous, Stanislas Maximin. Alors, ils ressemblent à quoi, ces micro-lanceurs ? Alors, c'est Ariane en plus petit, quoi, tout simplement. Bon, d'accord, ça doit être un peu plus compliqué. non, mais globalement, un lanceur, on ne réinvente pas la poudre depuis les années 60. Globalement, on va mettre deux réservoirs l'un sur l'autre, un carburant, un comburant, on les combine dans ce qu'on appelle un moteur fusée, ça crée une flamme et ça pousse. Et tout en haut de ce lanceur, qui est un explosif gigantesque, on met le satellite. Et après, la taille du lanceur va bien évidemment déterminer la taille du satellite que vous pouvez envoyer et où est-ce que vous pouvez l'envoyer. Pour donner un exemple, une Ariane 5, aujourd'hui fleuron de l'industrie spatiale française, qui peut envoyer 20 tonnes en orbite basse, ça fait 55 mètres de haut. Alors, je ne suis pas sûr et certain, mais ça doit faire environ 3 mètres de diamètre, l'étage principal, avec des boosters gigantesques. Nous, notre lanceur, qui peut envoyer 70 kg dans l'espace, aujourd'hui, il fait 15 mètres de haut et 1,2 mètre de diamètre. Donc, on est sur des échelles complètement différentes pour des capacités vraiment adaptées aux nanosatellites. Alors, justement, ces nanosatellites, Philippe Gauthier, pour nos usages quotidiens ou même en généralisant, puisqu'on peut parler de défense, par exemple, à quoi ils servent ces nanosatellites ? Qu'est-ce que ça change ? Alors, à quoi ils servent, qu'est-ce que ça change ? Ce que ça change, effectivement, comme le disait Cécilia, c'est d'une part, d'une part les prix. C'est beaucoup moins cher que des gros satellites. Donc, ça change le fait qu'il y a des tas d'applications d'accès à l'espace qui deviennent possibles. C'est aussi effectivement, comme on le disait, le fait qu'ils évoluent en constellation, donc il y a du quasi-temps réel, c'est-à-dire qu'en tout point du globe, vous voyez passer un nanosatellite toutes les 15 minutes, mettons. Voilà, donc au lieu de voir passer un gros satellite une fois par jour. Voilà. Et à quoi ça sert ? Ça sert à deux choses principalement. Ça sert d'une part à faire de la connectivité. Connectivité, c'est-à-dire essentiellement pour l'instant relier des objets IoT, connexion par Internet d'objets, avec des petits messages mais en très grand nombre, d'une part. Et d'autre part, ça sert également à faire de l'observation de la Terre. Ça peut embarquer effectivement des caméras de très haute résolution, ou d'autres instruments de type radar qui vont aussi observer la Terre et qui vont permettre de générer de la donnée élaborée qui va déboucher sur des tas de services pour des verticales de marché, l'agriculture, l'énergie, l'urbanisme, etc. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Gauthier, que cette émergence du New Space, elle a bouleversé l'écosystème spatial français aujourd'hui ?
Bouleversée, oui. Enfin, elle le transforme. Un bouleversement, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est complètement flagrant, c'est que le nombre de nouveaux acteurs explose. Hein. Ça a été quand même depuis, on va dire, les années 60, le nombre d'acteurs traditionnels était assez stable, hein, assez institutionnel, voilà. Donc, il y a, si vous voulez, en Europe, il y a peut-être, c'est difficile à lister, mais il y a peut-être, allez, entre 300 et 500 startups qui peuvent, de façon tout à fait correcte, être classées dans le domaine du New Space. Donc, c'est vraiment un nombre considérable, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, dans les domaines que ce soit effectivement des matériels, des lanceurs, des satellites, des équipements, etc., dans les domaines aussi de la data, dans un domaine aval. Donc, oui, il y a des nouveaux acteurs, il y a une espèce de bouillonnement, si vous voulez, qui est assez fantastique et qui ne fait probablement que commencer. Donc, ce foisonnement, et puis ce que ça bouleverse aussi, ces jeunes acteurs, hein, que nous sommes, ils n'hésitent pas finalement avec des moyens qui sont beaucoup plus modestes au départ que les grands acteurs, de vouloir relever en fait des défis qui sont des défis technologiques considérables. Stanislas, Maximin, justement, si on fait le match un peu Europe, France-Europe, États-Unis, on est plutôt en retard par rapport aux États-Unis. On est où sur ce New Space, hein. Oui, je pense que ça serait quand même assez malhonnête de dire qu'on n'est pas en retard. Oui, je pense qu'on est quelques années quand même derrière sur certaines applications. Attention, hein, c'est quand même une industrie extrêmement vaste. Le New Space également. Maintenant, oui, sur plusieurs domaines comme les lanceurs, comme les constellations de nanosatellites. Heureusement qu'on a des entreprises comme Emeria qui viennent pour justement un petit peu changer ça. Mais oui, on a pris un petit peu de retard. Maintenant, l'Europe est en train de mettre en place vraiment une politique de développement au niveau du New Space. La France également, pour venir justement accompagner justement cette, alors pas révolution, mais du coup cette croissance exactement du New Space qui, j'en suis persuadé, va venir également pouvoir diversifier notre industrie déjà. Oui, mais l'Europe, vous parlez de l'Europe, c'est quoi concrètement l'aide de l'Europe pour l'émergence de ces nouveaux acteurs ? Alors on va avoir plusieurs aides. On a l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui va pouvoir accompagner des programmes divers et variés, prendre des missions également pour les entreprises. Également la Commission européenne qui dédie de plus en plus de fonds justement au spatial, alors que ce soit pour les grandes entreprises ou de plus en plus également pour les startups. Des fonds d'investissement, venture capitalist, donc spécialisés dans cette prise de risque, d'investir dans des startups qui interviennent également. Donc c'est un petit peu les moyens dont ils peuvent supporter les nouvelles initiatives. Mais c'est dans toute la stratégie maintenant de la Commission européenne qui va vers cette ambition d'aller faire porter des projets de constellation européenne, par exemple. Et Philippe Gauthier, on peut en parler peut-être. Thierry Breton, en particulier, a envie d'aller encourager non pas seulement les grands acteurs, mais aussi les TPE, les PME vers ce nouveau marché, ce nouveau secteur. Oui, je pense que le commissaire Breton, il raisonne très bien. Hein. Il y a des initiatives effectivement européennes en termes d'autonomie, de souveraineté. Dans le domaine effectivement de l'observation de la Terre, c'est tous les sujets Copernicus. Dans le domaine de la navigation, c'est Galileo. Et maintenant, le souhait, c'est effectivement d'avoir en Europe, de façon collective, une souveraineté, une autonomie dans le domaine de la connectivité, au sens assez large d'ailleurs, que ce soit connectivité, accès à Internet, des données, de l'IoT, etc. Voilà. Et là, je pense que la démarche, elle est assez nouvelle. Il y a évidemment les grands acteurs, que ce soit opérateurs, satellitiers, etc., qui sont partie prenante, ou des compagnies comme Arianespace. Mais il y a un souhait effectivement d'associer tout l'écosystème des petites entreprises, des startups, pour bousculer, enfin, je dirais challenger un peu plus effectivement les concepts, l'innovation, et pour avoir une vraie intégration, une vraie participation dans cette, parce qu'il n'y en aura pas qu'une, ces constellations à venir dans le domaine de la connectivité et de la souveraineté. Donc, je crois qu'il y a une vraie volonté. C'est pas forcément complètement simple, parce que c'est plus simple, effectivement, traditionnellement, de travailler avec très peu d'acteurs, mais en tous les cas, c'est très, très prometteur pour tout l'écosystème des startups, qu'elles soient françaises, qu'elles soient européennes, et des petites entreprises, des PME, tout à fait. Ces nanosatellites, ils sont positionnés où? Quelle orbite? Ils sont en orbite basse. D'accord. Donc, en fait, ils sont en orbite basse pour permettre de réduire, on parle de
connectivité, ici de couverture Internet par exemple, donc pour réduire ce temps de latence du signal vers la Terre. Et donc, plus on va être bas, évidemment, plus le débit sera fort. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui des batailles, par exemple, entre Elon Musk et Jeff Bezos. Starlink d'Elon Musk est en orbite basse, mais il voudrait descendre encore un petit peu. Et là, Amazon est arrivé en demandant justement de se placer sur cette orbite encore plus basse. Amazon a gagné d'ailleurs, donc ce qui n'a pas manqué de mettre en colère Elon Musk. Donc en fait, il y a vraiment un enjeu autour de cette orbite basse. Qui aura la meilleure place? Mais demain, si les géants sont en train de se battre pour cette orbite basse, ça va être compliqué aussi pour les je mets des jolis guillemets, pour les petits acteurs. Oui, bon, il y a aujourd'hui une vraie complexité au niveau justement de cette répartition en orbite. Bon, maintenant l'espace est assez vaste. Aujourd'hui, Starlink est un peu plus haut, situé un peu plus haut que les satellites que nous on peut envoyer, typiquement. Pareil pour la constellation Kuiper d'Amazon. Donc, en effet, je pense que l'espace est assez gros pour permettre à tout le monde d'avoir des opportunités. Je pense également qu'il faut pouvoir contrôler au niveau international les risques, contrôler également le nombre de satellites qu'on envoie. On ne peut pas se retrouver à avoir non plus de la pollution, on ne peut pas se retrouver à avoir non plus des satellites qui se rentrent l'un dans l'autre. Ça serait Mais alors justement, qui contrôle? Question de Béotia, quoi. Comment vous faites? Vous demandez l'autorisation à qui? Alors nous, on demande l'autorisation en tant qu'entreprise française. Alors on n'envoie pas de satellites, donc maintenant on envoie quand même des objets en orbite, qui restent un petit peu en orbite, même si on les désorbite. Donc on va demander l'autorisation au CNES, notamment, qui va au ministère responsable, donc déjà pour l'autorisation de voler, qui va être le ministère de l'économie. Le ministre demande conseil au CNES, le CNES statut, le ministre statut, et derrière ça donne cette autorisation-là. Après, il y a également d'autres autorisations, ça va être l'autorisation de pouvoir communiquer dans l'espace. Et justement, c'est cet organisme aux États-Unis qui s'appelle la Federal Communication Commission, la FCC, qui est un petit peu en train d'essayer de qui est entre la bataille Musk, Bezos, surtout leurs entreprises SpaceX et Amazon, et qui est en train de statuer pour dire vous avez le droit d'émettre à tel endroit, de telle à telle altitude, sur telle et telle fréquence. Cette question, Cécilia, elle est importante. Enfin, c'est un peu la face cachée du business, la question de la réglementation, des autorisations. Plus il y a d'acteurs, plus c'est compliqué, quoi. Oui, et en fait, ça, c'est vraiment un vivier incroyable pour l'écosystème français, puisqu'on est déjà en train de se positionner, parce qu'il y a toute cette question d'opération. Il faut des opérateurs, parce que toutes ces entreprises qui saisissent le business du New Space aujourd'hui, elles n'ont pas vraiment de compétences ou de culture sur cette réglementation dont on parle. Donc, il va falloir les aiguiller. Absolument. Ça, c'est une opportunité pour les entreprises françaises. Et puis, il y a des questions d'assurance. Par exemple, il faut assurer ces nanosatellites. Ça, c'est ce que vous faites d'ailleurs, avec une filiale que vous avez créée pour prendre ces opportunités entrepreneuriales qui se cachent derrière ce business. C'est des nouveaux métiers, en quelque sorte. C'est des nouveaux métiers, Oui, c'est ça. On ne se rend pas forcément compte. C'est un petit peu comme envoyer un colis. Vous ne vous rendez pas compte de toute la galère administrative qu'il y a derrière, des douanes, quand vous importez un produit depuis la Chine, etc. Mais c'est une vraie galère. Déjà, c'est compliqué sur Terre. Alors voilà. Et maintenant, imaginez avec des satellites. Donc, c'est tout aussi complexe. Et en effet, on s'est rendu compte que ça freinait pas mal les développements. Nous, on est passionnés par ce que font les opérateurs et les constructeurs de nanosatellites. Je suis convaincu que ça va changer nos façons de vivre en tant qu'humains sur Terre. Et justement, on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de faciliter la vie à ces personnes-là, parce que c'est des ingénieurs, c'est des gens dont c'est pas le métier de venir s'occuper de l'assurance, de venir s'occuper des régulations, de la logistique. Ça n'a aucune valeur pour leur projet. Leur métier, c'est d'analyser la donnée et d'envoyer des satellites. Et puis il n'y a pas d'interlocuteur encore privilégié, pas vraiment. C'est un peu, on va chercher. Il n'y a pas grand monde sur l'assurance. Il y a pas. Donc, on est venu se positionner justement avec une filiale qui s'appelle Astreos, qui vient justement accompagner nos clients sur leur mission en général de lancement de nanosatellites et de A à Z, de l'usine à l'espace. Philippe Gauthier, est-ce qu'on peut justement mesurer aujourd'hui les retombées économiques de ce New Space sur l'économie française ? Alors, il faut raisonner, je pense, sur une période assez longue, mais je pense que sur une période de 10 ans, l'économie française générera, en termes d'accroissement de chiffre d'affaires, d'emploi, l'équivalent plus de 5 milliards d'euros par an, je pense. Enfin, sachant que c'est à peu près ce que fait, et ça c'est une hypothèse assez basse, mais en gros, à 10 ans, on doublera
Parce que c'est à peu près 5 milliards, c'est à peu près ce que fait l'industrie spatiale française actuellement. Donc, raisonnablement, en hypothèse basse, à 10 ans, on doublera effectivement à la fois le chiffre d'affaires, les emplois, etc., générés par cette filière. Donc, c'est quand même significatif. Est-ce qu'on ira plus vite? Enfin, quelle sera la pente? Ça, je ne sais pas complètement, mais c'est des enjeux qui sont importants. Et avec, évidemment, des aspects en termes de souveraineté, des aspects en termes de qualification d'emploi, de leadership technologique qui sont considérables. Donc, c'est pas, on va sortir des choses un petit peu amusantes qu'on a connues précédemment. Et là, on rentre effectivement dans une économie qui se développe et qui va être fondamentale à la fois en intérêt pour la vie de tous les jours, comme le disait Stanislas, mais aussi en impact économique. Absolument. Philippe Gauthier, alors on parlait d'orbite tout à l'heure, on va aller dans la projection, mais dans l'espace cette fois. Vous préparez une constellation qui ne sera pas positionnée en orbite basse, mais en orbite géostationnaire. Est-ce que ça veut dire que demain, le terrain de jeu, ce ne sera plus l'orbite terrestre proche, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on enverra des nanosatellites jusqu'à la Lune, par exemple ? Oui, bah, tout à fait. En fait, d'abord, il y a une chose, c'est que finalement, la frontière entre un satellite, je dirais passif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens de propulsion, un satellite qui va avoir des moyens effectivement de propulsion, qui va en plus s'intégrer de façon de plus en plus harmonieuse et facile dans des micro-lanceurs, tout ça va évoluer. Donc, si vous voulez, le cloisonnement entre les différents types d'objets qu'on connaît va aussi un petit peu évoluer. Et pour répondre à votre question, bon, on commence naturellement par des orbites basses, c'est-à-dire 400-500 km, mais là, on est en train de développer des petits satellites qui vont aller à 36 000 km, donc aux côtés de gros satellites. Ça nous permet de développer des technologies, des savoir-faire en termes, par exemple, de résistance aux radiations cosmiques, entre autres, qui vont nous permettre effectivement d'aller plus haut et pourquoi pas effectivement de proposer des véhicules, des satellites qui tourneront en orbite par exemple autour de la Lune. Pour prendre cet exemple. Parce que... Mais pourquoi faire ? Pourquoi on les enverra aussi loin ? D'abord, pourquoi ils seront à 36 000 km en orbite ? À quoi ça va servir d'envoyer des nanosatellites alors qu'il y a déjà des énormes satellites qui tournent là-haut ? Oui, alors ce sera des satellites qui seront des compagnons, si vous voulez, des gros satellites, par exemple pour les surveiller, les protéger, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'espace devient aussi un lieu dans lequel qui est plus nécessairement complètement pacifique. Donc il y aura ces sujets-là. Il y a d'autres applications qui sont en train d'émerger, par exemple pour sauvegarder des fréquences pour les opérateurs télécoms. Voilà. Donc comme à chaque fois, quand un objet devient plus petit, moins cher, plus accessible, finalement, progressivement, chacun lui trouve des applications qui n'étaient pas forcément imaginées au début. Même si, effectivement, les premiers usages ont démarré, comme on l'a dit, sur des orbites qui sont des orbites basses. Ouais. Il y aura des satellites, gardiens de satellites, si j'ai bien compris. On va terminer sur les questions de souveraineté, parce qu'il y a des pays, Stanislas, qui vont pouvoir débarquer dans le spatial alors que cet univers, si j'ose dire, leur était fermé jusqu'à présent. Ce business leur était fermé, et cette souveraineté. Absolument, c'est quelque chose d'assez incroyable qu'on voit dans le monde entier, en Asie beaucoup, on voit également en Europe, des pays de l'Est, par exemple la Pologne, la Finlande, qui n'étaient pas des experts dans le spatial, qui avaient toujours une petite expérience, et qui... On voit émerger des startups, on voit émerger des programmes nationaux qui sont ambitieux, qui vendent, qui créent de nouvelles technologies, qui sont compétitifs. Donc c'est aussi ça. Mais pour vous, c'est des partenaires aussi potentiels ? C'est certains de ces pays ? Oui, absolument. Typiquement, nous, on a un partenariat avec une entreprise justement polonaise qui fabrique des nanosatellites via justement Astreos. Mais oui, c'est des partenaires potentiels parce que ça apporte de nouveaux acteurs, de nouveaux types de technologies que nous, on peut envoyer dans l'espace ensuite. Et des nouvelles bases de lancement ? Potentiellement des nouvelles bases de lancement également. On a une petite différence par rapport également à Ariane 5 que je n'ai pas mentionné, mais on ne va pas viser à tirer en orbite équatoriale, c'est-à-dire le long de l'équateur. On va vouloir tirer vers le nord. Ça améliore le taux de revisite d'un même point pour les nanosatellites qu'on envoie. Et donc, quand on veut tirer depuis le nord, on a la chance d'avoir des pays dans le nord de l'Europe qui sont très efficaces et qui sont bien positionnés et qui surtout proposent des bases de lancement. Merci beaucoup, merci à tous les trois, c'était passionnant. On passe à
à Smart Money, le thème d'aujourd'hui est clairement lié puisqu'on parle des objets connectés, de l'Internet des objets, et sans les satellites, notamment les nanosatellites, c'est compliqué.